Pourrais-tu survivre 4 mois en autonomie dans le désert? Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission qui t'aide à construire une vie et une société pleine de sens. Aujourd'hui, on accueille à nouveau Corentin de Châtel-Perron pour parler des low-tech. L'an dernier, tu étais venu nous raconter ton défi il y a 2 ans même, ton défi de vivre 4 mois en autonomie sur un radeau de 70 mètres carrés en Indonésie. Et tu reviens avec 2 nouveaux défis de vivre en autonomie, toujours grâce à des technos frugales. La semaine prochaine, on parlera de ton défi actuel, là, 4 mois en autonomie à Paris, justement, pour montrer comment les low-tech peuvent être utiles à n'importe qui. Mais d'abord, aujourd'hui, on va parler de ton précédent défi, 4 mois en autonomie dans le désert mexicain à tester des low-tech. Salut Corentin. Salut Pierre. Alors, je te présente en 10 secondes, tu es ingénieur, navigateur et MacGyver des low-tech. Et alors, je dis tu, mais vous êtes 2. Vous êtes partis à 2 cette fois pour ces 2 défis, dans le désert et en ville, avec l'éco-designeuse Caroline Poultz. Plus globalement, avec ton équipe depuis 10 ans, voilà, vous êtes à la recherche des meilleures innovations low-tech qui répondent à des besoins de base, soit l'accès à l'eau, l'énergie, la nourriture, que vous testez ensuite, notamment lors de ces gros défis. Ouais. Pour rappel, une low-tech, c'est une technologie minimaliste qui est utile, durable et accessible. Contrairement au high-tech, voilà, c'est quelque chose de peu cher et de facile à réparer. Et tu as aussi créé l'association Low-Tech Lab, donc qui répertorie toutes ces bonnes idées low-cost inventées aux 4 coins du monde, et vous expliquez comment les reproduire avec des tutos très clairs pour que ces innovations bénéficient au plus grand nombre aujourd'hui ou dans le futur où voilà, le climat va pas mal nous chambouler. Pour commencer, pourquoi partir 4 mois dans le désert cette fois? Est-ce que c'est parce que ça donne un avant-goût justement du futur avec des températures très chaudes, une terre aride, ou il y a d'autres raisons? Ouais, il y a en partie ça. On voulait se projeter dans le futur, et quand on regarde les estimations de l'évolution du climat pour les prochaines décennies, ça montre qu'il y a beaucoup de zones arides qui vont se grandir. Il y a déjà 41% des zones émergées qui sont considérées comme arides, et ça, c'est un chiffre qui va augmenter. Et donc on s'est dit, si on se projette dans le futur, il faut se projeter dans un monde avec moins d'eau potable, moins de pluie, des terres où il y a moins de végétation, etc. Et en plus de ça, on trouvait que c'était, on aime bien tout ce qui est expérimentation sous contrainte, et on trouvait que c'était une contrainte vraiment intéressante. De se dire, on a très peu d'eau, on a très peu de ressources. Voyons comment est-ce que les innovations qu'on a trouvées autour de la Terre ces dernières années, les innovations low-tech, peuvent nous aider à vivre bien, même dans un environnement aussi hostile. Et du coup, on a cherché un désert qui était proche de la mer, parce qu'on voulait tester nos systèmes de dessalement d'eau de mer, dessalement solaire. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur ce désert dans l'ouest du Mexique, qui s'appelle, c'est une péninsule qui s'appelle la Basse-Californie. C'est un magnifique désert avec des cactus, des scorpions, des crotales, comme un désert de cow-boy, et le long de la mer. D'accord, trop bien. Ok, donc vous arrivez dans le désert mexicain, vous avez ramené une espèce de tente de, je sais pas, peut-être 40 mètres carrés, je sais pas trop, que vous avez créé en France. Ouais, c'est ça. On est allé là-bas en bateau, là. Il y a des amis qui partaient dans le Pacifique depuis la Bretagne, et du coup, ils nous ont pris sur leur bateau. Ça a duré 1 mois, la traversée jusqu'au Mexique. Et on avait à bord, un peu de matériel. On avait une tente qu'on avait construite nous-mêmes pour l'installer dans le désert. Parce que, tu vois, on se disait que dans le désert, du coup, il y aurait rien pour construire un truc. Du coup, on est venu avec une espèce de tente. En fait, juste la partie textile. La partie en bois, on a acheté en gros des poutres dans la ville d'à côté de ce désert. Et sinon, on n'avait quoi d'autre comme matériel? Un petit peu de matos, mais le principal, on l'a quand même construit au Mexique. Ok. Avec un système d'hydroponie pour faire circuler l'eau et faire pousser les plantes ou des choses comme ça, tu vas nous en parler. Et voilà, l'idée, c'est pas du tout de faire de la survie et de chasser, c'est ok, comment est-ce que tu vas par exemple élever des grillons et gérer ton cycle de l'eau et vraiment vivre confortablement. On voulait pas prélever dans l'environnement sauvage, mais on voulait venir avec un écosystème qui utilise nos déchets et qui les transforme en ressources au maximum. On a récupéré, par exemple, parce qu'après, nos amis nous ont déposés sur la côte est du Mexique, et ensuite on a traversé le Mexique en bus pour atteindre ce désert. Et sur le chemin, on a récupéré de la spiruline
donc une microalgue comestible qui peut se nourrir d'urine. On a récupéré 1 litre de spiruline à Mexico, on a récupéré des grillons, puisqu'ils élèvent aussi des grillons au Mexique. Enfin, on a récupéré un peu tous les êtres vivants de notre écosystème, des Mais champignons donc vous étiez aussi. dans le bus avec vos grillons et votre tente de 40 mètres carrés. Ouais, ce qui était pas évident parce que en fait, entre 2 États du Mexique, tu peux te faire, contrôler par des espèces d'officiels qui regardent ce que tu trimbales et en fait, nous, on a trimballé aussi quelques plantes, des larves de mouches Ouais. soie noire et cetera et à chaque arrêt, on avait vraiment peur qu'ils nous confisquent nos espèces vivantes Ouais. et au final, c'est bien passé. On a eu vraiment un coup de stress, il y a eu une fois, ils ont sorti tout le monde du bus et il y a un chien qui est venu renifler tous les sacs et Ah. et là, on s'est dit: «Bon, bah, c'est fini, ils vont trouver notre spiruline, notre truc», mais en fait, le chien a juste trouvé, une pizza dans un bagage d'un passager. Par contre, on s'est fait Trop bien. dépouiller par la mafia juste avant. Je sais pas si tu as regardé les séries, Narcos et tout ça. En fait, juste avant Ouais. d'arriver dans le désert, là, on passait par un État qui s'appelle le Sinaloa, qui est un peu OK. la maison des narcotrafiquants. Et là, on s'est fait un peu dépouiller de notre argent, mais bon, c'était pas très grave. On n'avait pas grand-chose sur nous. OK. Bah, de toute façon, vous allez voir un commentaire et même s'il arrive des énormes merdes, il est hyper positif. C'est assez drôle. Très sympa ces narcotrafiquants. Le défi en termes de vision, c'est que tu dis c'est un voyage dans le futur en fait. Est-ce qu'on peut vivre bien et comme je disais, pas juste survivre quoi, mais vraiment vivre bien avec peu de ressources, sans générer de déchets ni dégrader l'écosystème comme tu as dit? Ça, c'est en termes de vision, mais concrètement au quotidien, ça veut dire comment produire de l'eau, de la nourriture et de l'énergie. On va commencer, tu l'as évoqué par le plus important pour la vie, l'eau. Comment vous avez fait? Alors, ça, on avait bien préparé le truc. Ça fait même des années pendant des années, peut-être depuis 2016 que je m'intéresse au sujet de comment tu dessales de l'eau de mer Ouais, pour la rendre potable. Et à plein d'escales, j'ai fait plein de prototypes et tout ça et en fait, le truc, c'est que ça demande pas mal d'énergie. Il faut que tu évapores l'eau et que tu la condenses, pour que quand mmh, tu évapores l'eau, le sel reste. En fait, il y a que l'eau pure qui s'évapore et ça demande OK. pas mal d'énergie d'évaporer l'eau, donc il faut trouver un système qui soit efficace, mais en même temps que tu puisses construire un peu partout, qui coûte pas cher, qui demande pas trop de Ouais. maintenance et cetera. Et quand elle s'évapore, pour ceux qui voient pas, parce que forcément quand on a vu le docu, c'est plus facile, il y a une espèce de tissu qui l'absorbe et du coup tu peux la faire couler, Alors ouais, c'est le dans un système auquel récipient, ouais. on est arrivé. On a bossé avec d'autres, des ingés et tout ça à Concarneau avant de partir et on est arrivé à un prototype où ouais, effectivement, tu as de l'eau de mer qui arrive en goutte à goutte, qui imprègne un tissu noir, qui est derrière une vitre et donc ça chauffe parce que par effet de serre avec le soleil et donc Ouais, l'eau s'évapore et se condense contre la vitre et on la récupère dans une petite gouttière. Et donc c'est très lent comme système, mais nous on a ouais. construit 14 mètres carrés de ce système comme ça. C'est arrivé jusqu'à produire plus de 40 litres d'eau par jour. Et donc ça suffisait largement pour notre écosystème qui avait été dimensionné vraiment pour consommer le moins d'eau possible. Mais ça, Je c'est sais arrivé au non, bout de 2 mois d'expérience et les 2 premiers mois, on a pas mal ouais, on va en galéré, parler. ouais, les petits réglages, Ouais. Ensuite, comment vous faisiez pour produire de l'énergie? Tu parles de fitness utile? C'est quoi? ouais. Alors, dans le désert, il y a pas mal de soleil, donc on comptait pas mal dessus, par exemple, pour la cuisson. Faut savoir que, dans un appartement, là, on se rend pas forcément bien compte, de combien on consomme d'énergie, parce que c'est toujours la Ouais, même gueule, les prises électriques ou les boutons, on sait pas combien de watts il y a derrière. Tout ce qui est en gros, tout ce qui est chauffage, pour chauffer de l'eau, pour chauffer, l'air et cetera, ça prend énormément d'énergie, donc pour cuire aussi. Et donc cuire avec le soleil, déjà, après tu as besoin de beaucoup moins d'énergie électrique. Et ensuite, on avait quand même tu besoin quoi par cuire avec le soleil? on avait une parabole solaire, donc c'est comme une espèce d'antenne télé, tu sais, en parabole, sauf Ouais, qu'à la ouais, place de l'antenne, tu mets ta casserole. Ça réfléchit les rayons du soleil et ça les fait converger vers un concentre tout point ça. qui est, Ouais, ça les concentre, ouais, vers ta casserole. Ça, c'est hyper puissant comme système. 1 mètre carré exposé au soleil, si tu focalises tous les rayons vers un point, c'est plus de 1000 ouais. watts, donc c'est comme, une bonne bouilloire, tu vois? Ah, je crois que vous disiez ça peut chauffer, jusqu'à 200 degrés quoi. Ouais, même plus parce qu'on a fait un trou dans la casserole au bout d'un moment.
Ah ouais? Ouais, c'est Ouais, vraiment j'avoue, très c'est ça puissant. que je me demande comment ça doit être dur à contrôler du coup si c'est Oui, tellement au point chaud, que c'est dur à contrôler. Même au bout de 4 mois, on avait encore un peu des problèmes en fait, faut que tu règles après bien la parabole, la distance avec la casserole, si tu veux pas que ça concentre tout en un point, sinon ça Ouais. crame, juste à un endroit et pas aux autres. Mais bref, Donc il y a il y a plein un de petit trucs qui doivent être cuits savoir-faire. lentement et pas Ouais, d'un donc coup. mais bon, une fois que tu piges le truc, ça va à peu près. Non, ce qui est embêtant, c'est que dès qu'il y a OK. des nuages, du coup, tu peux plus cuire de nourriture, donc faut aussi anticiper. Oui. Si tu sais que le lendemain, c'est bien d'avoir la météo, si tu sais que le lendemain, il y a des nuages, tu cuis de la nourriture pour le lendemain, la veille. Et du coup, on avait quand même besoin, malgré ça, d'un peu d'énergie électrique. Puis il y a certaines pompes pour alimenter, le réseau d'eau pour les plantes, on devait recharger nos téléphones avec lesquels on enregistrait un peu toutes les données, qu'on mesurait. OK. On avait une lampe pour la nuit et cetera. Et donc pour ça, on avait un petit panneau solaire et on avait une machine de fitness utile. C'était un pédalier. On pouvait, il y avait aussi l'option rameur qui faisait tourner un petit Ouais. alternateur qui générait de l'électricité, qui rechargeait une petite batterie. D'accord. Et Donc donc vous on faisiez votre pouvait faire, sport mais ouais, 40 minutes de utile. sport en gros au réveil le matin, pour, faire un peu de bodybuilding. Et moi je suis pas ressorti très musclé non plus, hein. Mais par contre, Ah vous avez pas ça dû manger, énormément non plus? non, ça allait, on n'a pas non plus on a maigri un petit peu au début, tu sais, on surveillait vachement notre poids et nos carences, on a Ouais. fait des analyses de sang avant, après et cetera. On a perdu un peu de poids au Ouais. début parce que c'était un peu galère de tout mettre en route, mais après on a fini avec un poids, stable et équivalent à celui du début. Oui, ça paraît Mais évident à dire, mais le reproduisez pas ça, enfin vraiment, ils font ça de manière très sérieuse, c'est vraiment des tronches en low tech et ils sont suivis par toute une équipe médicale c'est surtout évidemment, qu'on a voilà, encadré, ouais, pas mal, il y a s'il y a le Anthony moindre Berthoud, notre problème. nutritionniste, qui est hyper calé là-dedans. On a l'université de Caen qui avait mis plusieurs, personnes aussi à suivre ça. Il y a même un psy et cetera. Ouais et pour la bouffe, du coup, le but, c'était de manger des plantes, des algues et des insectes. Tu dis dans le docu que tous les matins, vous avez des centaines de grillons qui naissaient, c'est ça? L'élevage de grillons, c'est un truc qu'on avait documenté, en Thaïlande où ils mangent beaucoup d'insectes. Ouais. Et alors au Mexique, ils en mangent aussi un peu, une autre espèce de grillon, mais qui s'appelle les chapulines. Mais en gros, il faut savoir qu'il y a 2 milliards d'humains qui mangent traditionnellement dans leur, comment on dit? Dans leur régime, Alimentation. des insectes. Donc c'est un C'est truc qui est énorme. pas commun en France, mais qui est quand Ouais. même très commun dans le monde. Et pourquoi? Parce que ça prend très peu de ressources Oui, ça consomme d'élever beaucoup des moins d'eau insectes. et de surface, ouais. Voilà, c'est ça. Et nutritivement, c'est très bon. Ça apporte ce qu'apporte la viande, en général, en gros. Ouais. Et notamment, nous, quand tu as un régime vegan, par exemple, tu as du mal à trouver de la vitamine B12. Et là, du coup, ça nous permettait d'avoir notre vitamine B12. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, on s'est mis à élever des grillons. Donc, en fait, les grillons, en 1 mois et demi, entre l'éclosion des œufs et l'âge adulte, il se passe 1 mois et demi. Et OK. ensuite, ils chantent. C'est les mâles qui chantent pour attirer les femelles. Ils se reproduisent, ils pondent des œufs. Et une fois qu'ils ont pondu, c'est-à-dire que tu peux manger les adultes, il y a les enfants qui vont naître, après, tu vois? Donc on a un Ouais. cycle comme ça de 1 mois et demi. Ah ouais, quand ils chantent, c'est la période des amours ou c'est parce qu'ils chantent tout le temps les adultes, non? Ils chantent tout le temps quand ils sont adultes, D'accord, mais OK. tu dois attendre qu'ils chantent pour être Mmh. sûr qu'ils sont adultes. Là, tu mets un pondoir, les femelles vont pondre et paf, dès que tu as des œufs, tu peux, manger les adultes, OK. tu as assuré la génération d'après. Je trouve ça Et intéressant en termes de questionnement éthique notamment, je sais pas, moi je suis végétarien, tu vois? Si tu le fais pour la cruauté animale, il y a toujours le débat, mais si tu le fais pour, des raisons écologiques, clairement ça franchement entre des tomates sous serre, en Espagne ou au Maroc, ou à l'autre bout du monde, et des insectes après pareil, ça dépend aussi comment ils sont élevés quoi, la question se pose quoi. moi, je suis végétarien aussi, à part justement pour les insectes. Parce que OK. vraiment ça m'a convaincu, c'est vrai qu'il y a toujours cette histoire de cruauté et c'est pas évident, hein, tu t'y attaches aux grillons et les tuer, c'est toujours ça fait mal. C'est Ouais, comme tuer des crevettes, après pour tu moi vois? Tu c'est t'y attaches pas non plus comme, un chat ou un chien, mais bon, c'est toujours un peu difficile. ouais, Et puis il y avait une j'arrive logique dans notre écosystème, c'est qu'ils mangeaient, les larves de notre élevage de mouches soldats noires aussi, qui elles-mêmes mangeaient nos déchets organiques. Et donc en ouais, fait, ça faisait partie en fait, on a vraiment essayé de créer un écosystème. Et d'ailleurs, oui, petit à petit, pendant l'expérience, on s'est rendu compte
de la richesse de l'écosystème local, auquel on s'attendait pas du tout. Mais dans le désert, en fait, tu as plein de trucs vivants. Et là, tu vois très bien que c'est très naturel aussi de tuer d'autres pour manger. Les souris, par exemple, c'est un peu la chair à canon, ou je sais pas comment on dit, du désert. Tu vois, elles sont bouffées par les nourriture de oiseaux, base. il y a plein d'espèces de mammifères. Et donc, je sais pas, ça paraît, en tout cas, dans ce contexte-là, ça paraissait pas aberrant de manger des insectes. Je me demandais, c'était quoi, toi, ta low-tech préférée du voyage? Je pense que les désalinisateurs, ça a été vraiment un combat pour arriver à les faire marcher. Tu vois, on est parti de Concarneau en se disant génial, le truc marche très bien. On arrivait à dessaler l'eau du port de Concarneau, qui est vraiment l'eau, t'as pas envie de la boire, quoi. Et ça donnait de l'eau pure. Vraiment, on la testait au conductimètre pour voir le taux de minéraux et tout. Elle était vraiment pure. Donc, on est parti hyper confiant avec des bons résultats au mètre carré, mais on avait essayé que sur 1 mètre carré. Et une fois au Mexique, là, le truc marchait pas du tout. Les premiers jours, on produisait 2 litres, alors qu'il nous fallait, en tout, il nous fallait plus de 25 litres. Et en fait, ça a mis, quasi 2 mois, peut-être 1 mois et demi avant que ça marche bien. Et donc, finir par réussir, tu vois, à atteindre nos objectifs, du coup, on était vraiment emballés par cette techno qui est quand même assez simple à fabriquer et puis qui apporte la vie, parce que là, tu t'en rends bien compte quand tu es dans un désert et que tu as besoin d'eau. Chaque litre d'eau compte, chaque goutte d'eau compte, parce que tu peux la boire, tu peux cuisiner avec, mais c'est aussi ça dont, les plantes, elles en ont besoin, les grillons, elles en ont besoin, les mouches en ont besoin, les champignons en ont besoin. T'as rien, en fait, sans eau. L'eau, c'est la vie. Et du coup, je pense que les dessals, c'est un de mes coups de cœur de cette expérience. Et tu peux nous expliquer pourquoi ça marchait pas et qu'est-ce que vous avez ajusté? Ouais, en fait, donc on a fabriqué ces 14 mètres carrés de dessals quand on est arrivé, avec du matériel qu'on a trouvé dans la ville d'à côté. Et en fait, t'as plein de petits paramètres à régler. Déjà, on n'était plus sur le toit de nos bureaux à Concarneau. Il y avait, c'était sur la plage, donc il y avait des embruns, du sel qui se déposait, du sable, etc. Il y avait des fuites d'air un peu. Tu sais, il faut que, comme si tu veux que ça chauffe à l'intérieur, il faut que hermétiquement ce soit bien isolé. Il faut pas qu'il y ait de fuite d'air. Donc ça, on a mis un moment avant de bien calfeutrer les trucs. Et ensuite, il y a toute une histoire il y a plein de vent en bord de mer. Ouais, c'est ça. Donc ça refroidit aussi. Et ensuite, il fallait qu'on apporte de l'eau de mer en goutte à goutte dans ce tissu pour qu'il s'imprègne. Et en fait, l'eau de mer, elle est pas pure, elle est toujours chargée d'un peu de sable, d'un peu d'algues, donc il fallait la préfiltrer. Donc on a trouvé un moyen pour la préfiltrer. Et ensuite, il fallait que le débit d'arrivée, le goutte à goutte, soit assez précis et bien réparti sur les 14 mètres carrés. Et tout ça, ça a pris des semaines et des semaines. Ensuite, on a eu des animaux qui ont commencé à s'intéresser au truc, puisqu'on était les seuls producteurs d'eau douce du désert. Et du coup, il a commencé à y avoir tout type d'animaux, des lynx, des coyotes, des blaireaux, des ratons laveurs, des bernards l'ermite, des crotales. On a trouvé des abeilles. Enfin, tout le désert a commencé à s'intéresser. C'est devenu le bar de la plage. C'est ça qui est génial. Mais justement, vous n'avez pas flippé à un moment où vous filmez un crotal qui rôde autour de la tente, que vous voyez bouffer une souris? Vous aviez l'air un peu stressé, mais quand même assez relax. Ah non, c'était stressant, ça, les crotales, parce que tu les vois pas bien. C'est un peu couleur du désert. Ouais. Mais ça te glace le sang quand ça fait, tu sais, c'est un serpent à sonnette, donc ça fait le bruit comme ça là quand tu t'approches. C'est vraiment un bruit qui doit être imprimé dans nos gènes, qui vraiment fait peur. Et non, ça c'était pas rassurant, parce que en fait, comme on était loin de tout, quand tu te fais mordre par un crotal, il faut, je crois, dans les 2 heures, quelque chose comme ça, être dans un hôpital pour qu'on te file un comment on dit, un antivenin. Ouais. Et nous, on était clairement à plus de 2 heures de tout hôpital, quoi. Donc ça nous a fait peur. T'avais aussi les scorpions, mais les scorpions, tu te fais piquer, c'est un peu comme une guêpe, donc c'est pas mortel. Ah ouais, c'est un mythe que c'est mortel, ou c'est certaines espèces? Non, mais ça dépend des. Ne jouez pas avec les scorpions. Ça dépend des espèces. Oui, mais c'est comme les celui-là, araignées, il y en avait partout pour le coup. On les voyait pas les premiers jours, on marchait pieds nus et tout. Et en fait, il y a un ami qui nous avait filé une petite lampe à UV, les lampes bleues là.
Et en fait, quand tu te balades avec ça la nuit, les Ah oui. scorpions deviennent fluo. Tu les vois Ouais. en fluo, vraiment, c'est tout noir et t'as que le scorpion fluo. Et Ouais. donc, une nuit, on a commencé à se balader autour. Et là, on s'est rendu compte que, mais tous les 3 mètres, il y avait un scorpion, en fait. Il y en avait partout. Mais c'est ça que tu racontes très bien aussi et que vous défendez. C'est au bout d'un moment, tu as fait la paix avec le fait que, enfin, vous avez fait la paix avec le fait qu'il buvait un peu d'eau et ça fait partie de, voilà, comme quelqu'un qui a son potager et que tu acceptes qu'il y a une partie de ta récolte qui va se faire bouffer par les limaces parce que tu es en communion avec ton écosystème, quoi. T'es pas juste là pour avoir ton truc en autonomie, mais qui est complètement hermétique à l'environnement dans lequel il s'inscrit, quoi. Ouais, ça a été vraiment la grande réflexion de tous ces 4 mois, puisqu'au bout d'un moment, on a quand même eu le temps de réfléchir. Après les 2 premiers mois où on n'a pas arrêté d'essayer de régler les problèmes, c'était, quel est notre lien, avec la nature sauvage? Et effectivement, on n'est pas arrivé comme ça avec notre bulle, avec aucun lien avec le reste, ça tu peux pas, et c'est pas intéressant et en fait, on a dû prendre un petit peu notre place dans l'écosystème sauvage, local aussi. Ça, c'était super intéressant. Au début, c'est comme si on était des bleus et qu'on se faisait un peu tester par les espèces locales, tu vois? On s'est Ouais, fait envahir au début par les fourmis, par, il y a des la scorpions souris. qui sont venus, par les souris, par pas mal d'espèces qui nous ont pris un peu pour des nazes. Et parce qu'on était vraiment des nazes au début. Et donc on s'est fait un petit peu, comment dire? Visiter. Visiter. Ouais. Et petit à petit, on a pris notre place. Je pense que quand on a réussi à produire de l'eau, là, on s'est fait respecter. C'est Là, ça les qui est, autres espèces se sont dit: «Ah quand même, les humains, ça ils sait faire pèsent dans quelque le chose». game. Ouais, c'est ça. Ils peuvent nous apporter quelque chose. C'est pas juste des gros nazes qui détruisent la planète. Et malgré les galères, c'est ça qui moi, m'impressionne. Donc le docu est disponible sur Arte, je vous le mettrai en description. Voilà, mais tu te dis à un moment, tu t'isoles et tu racontes que tu te dis: «Ah mais pourquoi je suis toujours heureux, même quand, les plantes elles poussent pas, quand les souris, elles chient dans notre tente», et tu dis que c'est parce que tu rêves qu'on puisse de vivre de manière géniale sur cette planète. Ça veut dire quoi, vivre de manière géniale? Et ben, en fait, j'ai l'impression que la planète a vraiment toutes les ressources qu'il faut et le potentiel, de permettre aux humains de vivre, beaucoup mieux qu'actuellement. Beaucoup plus épanouis, avec assez de nourriture, dans un monde plus juste et cetera. Enfin, j'ai l'impression que sur le papier, il y a tout ce qu'il faut pour faire un truc de dingue. Mais je trouve assez Ouais, frustrant qu'on n'y arrive pas et on n'a jamais vraiment réussi quand on étudie l'histoire de l'humanité, on se rend compte qu'il y a toujours eu un espèce de déséquilibre et une espèce d'insatisfaction et du coup, ça crée une frustration, mais qui donne de l'énergie, je trouve. C'est un peu comme, si, ouais, t'achetais une maison, un petit peu délabrée et que tu te disais: «Ah ouais, mais cette maison, je l'ai achetée, OK, elle est délabrée, mais elle a une vue de dingue et il y a un potentiel de fou, tu vois, de faire quelque chose de génial. Et ouais, ça te donne de l'énergie pour la retaper au final. C'est un petit peu ça. Ouais, c'est ouais, c'est comme avec une vieille plaisir. maison dans un endroit de dingue. Et ça, c'est mon tour du monde avec le bateau Nomade des mers, là, qui a duré plus de 6 ans, où là, je me suis bien rendu compte de quel point la planète était ouais, géniale et belle et que ouais, fallait pas baisser les bras. Ouais, il y a 2 choses. Moi, je trouve ça incroyable comment, personne, même évidemment chez les écolos, n'a envie de revenir à l'âge de pierre et que vous arrivez à montrer que, on peut vivre, confortablement même avec des low-tech. Et alors bien sûr, il faudra peut-être renoncer à la 5G ou je sais pas quoi. Mais, mais du coup, il y a cet imaginaire-là qui, bon, évidemment, de toute façon, dans chaque expérience, tu as plusieurs phases et la phase de mise en route de l'écosystème qui est forcément remplie de galères, mais un peu comme un potager. Une fois que ça tourne, j'ai l'impression qu'il y a quand même de moins en moins d'efforts à faire et que du coup, ça devient de l'abondance globalement. Et l'autre point où justement ce côté abolir les frontières entre l'humain et le non-humain, où toi, tu as cette capacité d'émerveillement aussi, où dans le docu, tu ramènes des mouches soldats noirs pour votre écosystème qui mangent vos excréments. Et tu es émerveillé de les voir copuler, pas parce que c'est du cul, mais parce que du coup, tu dis, waouh, mais en fait, il y a tout un monde qui s'ouvre, ou pareil, à un moment, il y a un lynx près de votre campement, et tu dis, purée, c'est incroyable que moi, je fasse partie de l'univers d'un lynx, quoi. Et, et ouais, on manque d'empathie et de changer de point de vue, de se rendre compte à quel point
il y a vraiment plein d'autres mondes qui coexistent sur notre planète et qu'on est vraiment tout le temps, nous, dans l'être humain, Ouais. et tout le monde à notre service, quoi. Et pour moi, ce que tu dis là sur l'empathie avec les autres espèces vivantes, c'est vraiment un des trucs qui me donne de l'espoir parce que n'importe qui peut avoir de l'empathie pour un animal ou une espèce vivante. On l'a bien vu pendant nos préparatifs. Ce qui est aussi une web série qui raconte un peu comment on a préparé toute l'expérience. Ouais, On a rencontré des spécialistes en spiruline, en grillons, en mouches, etc. Et chacun est vraiment amoureux de l'espèce dont il s'occupe. Mais c'est vraiment incroyable. Même tu vois, être amoureux de spiruline, ça veut dire que tu es fan d'une bactérie. C'est un truc que tu peux même pas voir. C'est au microscope, tu peux voir un truc qui bouge à peine, enfin même qui bouge pas, c'est comme ouais. un petit ressort, tu vois, qui tourne sur lui-même. Ouais, mais c'est un être vivant, Donc en quoi. fait, à quel point, ouais, on peut développer de l'empathie vraiment forte pour n'importe quel être vivant. Et ça me donne vachement d'espoir parce que je pense que c'est par ça qu'on arrivera à changer nos modes de vie en tout cas, si on y arrive, je pense que c'est une des bonnes pistes pour y arriver. Ouais, c'est clair. Basculer de les animaux sont des ressources à ouais, des êtres vivants, c'est sûr que ça a pas mal d'implications derrière, quoi. Je je me baladais dans Paris l'autre jour et je voyais quelqu'un un peu classe, tu vois, qui ramassait une crotte de chien. Je disais quand même, c'est pas, enfin, tu vois, t'associerais pas facilement quelqu'un qui est bien habillé, hyper classe, genre en costard, qui Ouais, ramasse une crotte de chien. Tu dis c'est dégueu, ramasser une crotte de chien. Même moi, ça me dégoûterait, tu vois. Et tu te dis par amour pour son chien, il y a une empathie qui s'est développée. Il est prêt à ramasser une crotte de chien. Enfin, parce qu'on l'oblige aussi, mais je pense que sinon, si c'était si horrible, il arrêterait d'avoir un chien. Mais ouais, ça me donne de l'espoir, cette histoire d'empathie. Je sais pas si c'était le bon exemple, l'histoire de la crotte de chien, mais Je crois que t'allais mais partir ça dans une autre montre que direction. En mode, c'est absurde que les crottes de nos animaux elles puissent pas rester au sol et nourrir la terre, mais comme on a foutu une couche de béton dessus pour vraiment bien tuer la planète, et il faut que cette couche reste ouais, non, propre surtout. je pense que ce serait dégueu de laisser toutes les crottes de chien. Bon, je suis content qu'ils le ramassent, mais non, c'est pour dire à quel point on peut aimer un animal Bah oui, et être prêt à changer son mode de vie et à faire des compromis dans sa vie, pour cet amour du vivant. bah oui. Oui, non, mais c'est clair. Bon, après, c'est toute l'histoire de la hiérarchie des animaux, mais ouais, ouais. Au final, en 4 mois, vous avez quand même, ça m'impressionne, désalinisé 2700 litres d'eau. Vous avez aussi produit 10 kilogrammes de plantes et 15 kilos de spiruline, donc d'algues. Et je crois que vous complétiez juste un peu avec un peu de nourriture importée, c'est ça? Ouais, ça on produisait aussi des champignons, il y en a pas eu énormément, c'était pas évident Ouais, dans le désert, mais on avait ce qu'on appelle des intrants, des céréales, des légumineuses et de l'huile. Donc ouais. en céréales, on avait du riz et du maïs. En légumineuses, c'était pois chiches, lentilles en gros et de l'huile. Et donc ça nous demandait environ 1,60 € par jour, par personne, en moyenne sur les 4 mois. Ça va. Et ça nous faisait un peu la base de l'alimentation. Ouais. Mais ça, c'est des trucs qu'on n'aurait pas pu faire, sur une surface si petite. Ça nous aurait demandé beaucoup plus d'eau et nous, dans notre vision du futur, ça a moins de sens que chacun produise, tu vois, que chacun ait une ferme et Oui, c'est produise, 100% autonome. je sais pas, son blé, ses céréales et cetera. Il y a des choses qui demandent à être mutualisées et on pense que Et céréales, légumineuses et huile, ça a du sens que ce soit mutualisé. est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu en détail, parce qu'on a évoqué plein d'aspects de votre biosphère de manière isolée, mais tu l'as évoqué très rapidement à un moment, mais comment chaque truc se nourrit l'un l'autre et interdépendant? Le principe de cet écosystème, c'est donc, il y a alors par où commencer? Bah, on était 2 humains avec, Caroline. Nous, on produit des déchets organiques. Il y a de l'urine, par exemple, qui est utilisée, donc c'est très azoté l'urine. C'est une bonne source de nourriture Ouais. pour la production de spiruline, qui est donc une microalgue, qui est comestible, qu'on mange. Et l'urine, ça peut être aussi transformé par des bactéries, notamment les bactéries nitrifiantes qui transforment l'azote qui est contenu dans l'urine en nitrate qui est assimilable par les plantes. Donc quand tu fais passer par ces bactéries-là, ensuite ça te fait un engrais qui te permet de nourrir des plantes dans un système de culture hors sol. C'est-à-dire que les plantes puisent leurs nutriments dans de l'eau. Donc tu mélanges l'eau avec l'urine Ouais. transformée par les bactéries. Donc il y a une partie de votre urine qui servait à nourrir la spiruline que vous mangez directement, et une partie à
à arroser les plantes, quoi. à aller dans ces bactéries qui transforment ça pour les plantes. Ouais, c'est ça. Oui, indirectement. Donc Ok. ça, c'est pour l'urine. Mais sachant qu'on n'utilisait pas toute notre urine, en fait, il aurait fallu produire beaucoup plus de plantes ou de spiruline pour dire que c'était Ok. une ressource trop abondante. Ok. Et ensuite, les selles, donc les excréments, c'était digéré par des mouches soldats noirs. Ça a mis un moment avant de marcher, mais ça a fini par marcher. Donc, c'est des larves qui se nourrissent des déchets organiques. Tu peux aussi leur donner des déchets de cuisine et qui ensuite, tu peux les donner à manger à des grillons ou à des poules ou à des poissons. Donc, nous, dans notre cas, c'était aux grillons. Et les grillons, on pouvait les manger aussi. Et Trop ensuite, bien. les champignons, ça pousse sur en général, c'est des déchets issus de l'agriculture. Nous, c'était de la paille. Et voilà, ça mange la paille. Et après, ça te fait des champignons. Et tu peux les reproduire aussi. Quand tu prends un champignon qui a poussé, tu l'ouvres, tu récupères la partie qui contient des spores. Et Ouais. paf, tu peux recréer des champignons avec. Donc, tu peux créer des nouvelles générations de champignons. Des cycles infinis, trop bien. Question débile. Est-ce que si tu bois autre chose que de l'eau, je sais pas, tu bois du coca ou du vin, ça fout en l'air le cycle ou ça change rien Ben non, non, c'est une pour tes bonne question urines? parce que en fait, de faire partie d'un écosystème où tout est recyclé, ça te pousse à changer, enfin à mieux respecter ton corps aussi, parce que tu vas pas, je sais pas, manger Ouais. des trucs qui vont, tu vois, changer la composition de ton urine, parce que t'as pas envie ensuite de manger les trucs qui vont manger des trucs mauvais, etc. Mais même jusqu'au point que quand tu te douches, comme l'eau était réutilisée pour ensuite être refiltrée par les plantes, il faut que tu te douches avec des savons organiques, enfin tu vois, c'est un Ouais. peu comme on dit, une spirale, un truc Ouais. vertueux, parce que Cercle tu es vertueux. obligé de mieux manger, Ouais. un cercle vertueux, de mieux manger, de mieux respecter ton corps, ton environnement, parce que tu sais que en fait tout revient, tu es dans une boucle fermée. Pour finir, quel bilan, toi, tu fais de cette expérience? Eh ben, le bilan est plutôt positif parce que au final, on a réussi à atteindre nos objectifs. Globalement, hein, il y a des trucs qui n'ont pas marché comme on voulait, mais l'écosystème, on l'a validé et un peu en mode boîte de pétri, c'est-à-dire qu'on a fait vraiment à toute petite échelle. On était juste deux dans un petit espace de 60 mètres carrés, mais dans des conditions vraiment très extrêmes. Et d'avoir fait cette expérience, ça nous permet d'avoir un modèle d'écosystème qui fonctionne, qu'on pourra ensuite tester dans d'autres contextes. Donc là, maintenant en ville, et puis on a déjà d'autres idées, d'autres expériences à faire dans d'autres contextes. Donc pour nous, ça a vraiment été un bond en avant dans nos recherches. On a amélioré cet écosystème, on a amélioré le protocole aussi pour savoir comment gérer ce genre d'expérience. Et ouais, non, c'était génial. Et puis en plus, donc ça c'est pour le côté un peu technique, low-tech. Mais côté perso, c'était vraiment une expérience Ouais. inoubliable aussi. Et ce qui nous a vraiment marqué, c'est ce lien avec le monde sauvage et se rendre compte que si nous on est là dans nos recherches sur les low-tech et la sobriété, etc., la nature sauvage, elle est bien au-dessus parce que quand tu observes, enfin, je sais pas, comme je te disais tout à l'heure, on avait l'impression que dans un désert comme ça, il y a que des cactus, des crotales et des scorpions, mais en fait, tu as des dizaines, des centaines d'espèces différentes qui ont créé un écosystème qui est basé, enfin, il y a même pas d'eau douce, je sais pas comment ils se débrouillent, mais tu as les insectes, tu as plein de types de souris différentes, tu as les mammifères, tu as les rapaces, tu as tous les types d'oiseaux, en fait, tu as plein de monde qui vit et qui interagit, qui est interdépendant en se basant sur quasi rien comme ressource. Et ça, pour nous, c'était une belle leçon de voir ça. On s'est dit, bah, en fait, nous, on est vraiment à un niveau très basique et il y a une marge de progression énorme. Si l'humanité se mettait à faire des recherches dans ce sens-là, on pourrait mais multiplier par 10 l'efficacité de nos écosystèmes, en fait. Trop bien. Bah, Donc, merci c'était un Corentin. émerveillement. Pardon. Désolé, c'est galère avec le petit décalage.
Merci Corentin. Si ça t'a plu, la deuxième partie sort la semaine prochaine où Corentin nous parlera de son nouveau défi actuel, 4 mois en autonomie dans un appart en banlieue parisienne, ou que là vous voyez derrière pour ceux qui regardent sur YouTube, pour montrer comment les low-tech peuvent s'intégrer dans notre quotidien à monsieur, madame, tout le monde. Alors abonne-toi pour pas le louper. Et ciao tout le monde, ciao Corentin, à dimanche prochain.